Donc, il me vient à l'esprit qu'il y a peut-être une dernière question euh, qui mérite d'être traitée par rapport à cette thématique-là des droits politiques indirects des mineurs. C'est une question qui, malheureusement, pose un petit peu un problème éthique, en fait. C'est que dans la manière que j'ai présenté la chose dans les présentations précédentes, et ce qui est ma perspective, euh, cette question-là, c'est une question de justice élémentaire. Hein. C'est une question que les personnes mineures ont des intérêts politiques, hein, et que ces intérêts politiques-là doivent donc être représentés. Sauf que dans la... Bon, et donc c'est pourquoi, avant même d'en arriver au commentaire qui va suivre, et donc c'est pourquoi, à mon avis, on devrait en traiter de manière sobre et rationnelle devant une assemblée constitutionnelle, hein, qui se pose la question sur la base de la justice, de qu'est-ce qui est bien, hein, puis qu'est-ce qui est rationnel de faire sur cette question-là. Et je pense que si cette assemblée-là se pose la question, peu importe le détail, elle va en arriver à la conclusion que oui, effectivement, il faut accorder des droits politiques indirects aux personnes mineures parce que c'est des personnes, c'est des citoyens, ils ont des intérêts en tant que citoyens, hein, mineurs, et donc que ces intérêts politiques-là doivent être représentés, qu'ils doivent avoir leur propre poids à l'intérieur du système institutionnel. Ceci étant dit, puis ça démontre un petit peu, c'est peut-être une occasion en fait de démontrer un peu la perversion aussi de notre système politique, hein, du système politique électoral. Et c'est peut-être même un des éléments qui explique pourquoi ce type d'idée-ci n'a pas été déjà mis en place. Hein. Il y a eu discussion par ailleurs de cette question-là de mémoire en Allemagne, hein, et en Belgique. Mais dans le cadre électoral, hein, mais on n'a pas réussi à avoir une majorité pour instaurer le changement en question et après avoir évoqué la question, elle est un petit peu oubliée. Mais là où je veux en venir, hein, c'est que donc, premièrement, c'est une question de justice élémentaire, c'est une question donc qui devrait se débattre sur l'angle de la raison, hein, et à l'intérieur de notre système, et donc devant une assemblée constitutionnelle, hein, et à l'intérieur de notre système politique, en fait, c'est impossible. Pour la raison suivante, hein, puis on peut un peu expliciter la chose avec deux points de vue différents mais qui s'entrecroisent. Hein. Le premier, qui est plus sensible, mais qui est quand même réaliste, hein, c'est que si les enfants sont non représentés, hein, ça veut dire que les 80 autres pourcents sont surreprésentés. Et parmi ces 80 autres pourcents-là, hein, il y a les parents qui exerceraient le droit de vote indirect pour les mineurs, qui auraient intérêt à ce que ces personnes-là soient représentées. Et donc, en passant, s'il y a des gens qui veulent organiser quelque chose au Québec pour qu'un changement comme ça se fasse, hein, ben, si vous êtes parent, je sais que vous êtes occupé, mais il faudrait peut-être vous organiser pour le faire. Hein. Je peux peut-être offrir une contribution volontaire sur le bord, là, pas juste en termes de paroles, mais de temps aussi, mais pas juste en termes d'argent, mais de temps aussi, mais la question est nécessairement le groupe des parents, hein, le groupe des personnes qui ont à leur charge des personnes mineures est nécessairement le groupe de personnes qui doit se faire qui va devoir devenir un peu le porte-étendard de cette question-là. Si on n'est pas raisonné dans la logique d'un système électoral comme on a, puis vous savez que je ne suis pas pour ce système-là, que je le trouve médiocre. Hein? Puis justement, si on avait une assemblée constitutionnelle, on peut, excusez-moi pour l'anglicisme, mais on peut bypasser tout ça, puis en arriver à avoir une discussion rationnelle sur la question, même sans avoir à organiser tout un mouvement, dans la mesure où les citoyens devant lesquels on présente cette idée-là sont assez ouverts d'esprit pour l'étudier, bien qu'il n'y ait pas nécessairement une mouvance énorme au Québec sur la question. Mais dans le cadre existant, hein,
théoriquement, il faudrait comme un mouvement social qui défende la question. Hein, ça ne suffit pas d'avoir quelques intellectuels à l'université ou ailleurs qui viennent dire aux politiciens étudier ça. Hein, ils ne verront pas nécessairement l'intérêt, mais s'il y avait un mouvement citoyen qui défendait l'idée, là, ils considéraient peut-être la chose. Ceci pour dire que, hein, donc, à l'intérieur des 80% qui ont le droit de vote, hein, les parents sont un peu à l'écart et sont du côté des enfants. Hein. Mais leurs alliés sont des personnes qui n'ont pas de poids politique. Fait que ça commence mal, d'une certaine manière, parce qu'à l'intérieur de ces 80%-là, ils sont probablement minoritaires. Heureusement, il y a des gens qui ont quand même à cœur la justice, puis qui peuvent voir la justice derrière l'idée et comprendre que le bien-être des enfants, c'est dans leur intérêt et dans l'intérêt de la nation. Tu sais. C'est quand même un sujet qui est émotionnel et positif pour la plupart des gens. Puis donc, il peut y avoir un ensemble d'autres personnes qui appuient aussi l'idée. Mais là où je veux en venir, c'est que il peut y avoir des personnes qui constatent que qu'effectivement sont dans une situation où sont surreprésentés dans le système politique et qui aimeraient ça garder ce privilège-là. Hein? Pour le dire très simplement, là, et donc qui pourraient, sur cette base-là d'intérêt, s'opposer à la question. Mais je pense que si on avait une discussion franche puis une délibération sur la question, hein, que beaucoup de ces personnes-là se rallieraient finalement à la cause de la justice, hein, aux côtés de la justice. Par ailleurs, hein, si on avait une assemblée citoyenne sur la question, ce serait intéressant de voir avant une délibération, ce serait quoi les avis? Ce serait probablement presque zéro qui supporterait une idée comme ça, ou peut-être 20%, peut-être, parce qu'ils ne sont pas suffisamment informés sur la question, mais qu'après délibération, à mon avis, on aurait probablement une majorité très, très forte, hein, qui appuierait cette idée-là, puis j'imagine qu'elle serait au-delà de 60%, puis peut-être bien au-delà. Ceci pour dire que, donc, à l'intérieur de la démographie, hein, on peut comprendre, sans avoir à nommer différents groupes, là, que, puis on peut peut-être se permettre de les nommer, pour quand même, enfin, je pense que les gens peuvent peut-être deviner, là, mais disons que les personnes plus âgées sont nécessairement dans une situation un peu, là, pas évidente. Évidemment, tu sais, je dis ça, puis c'est pas si évident que ça. C'est quand même des grands-parents. Puis ils voient leurs petits-enfants, souvent, c'est des grands-parents, ils voient leurs petits-enfants, ils voient leurs générations qui montent, puis ils peuvent avoir le cœur puis le bon sens de dire que cette mesure-ci a du bon sens. Mais il est clair que à l'intérieur d'un système où le suffrage n'est octroyé qu'aux adultes, qui est comme une bifurcation des fonds publics essentiellement vers les intérêts des personnes plus âgées. Hein. Et peut-être qu'un autre groupe de personnes qui pourraient sentir la pression venir avec une mesure comme ça, c'est les gens très aisés, hein, qui n'ont pas payé leur juste part, qui ont fait en sorte que l'État s'est endetté, hein, et qui n'ont peut-être pas intérêt aussi dans leur conception plus égoïste, s'ils sont égoïstes, à ce qu'on règle la question environnementale pour de vrai. Et donc, on aborde qu'on mette en place des mesures vertes, mais effectives, hein, pas juste du fort faire, là, FARD ou des mesures de façade, hein, mais de véritable changement. Donc, sur ces questions-là, entre autres, mais on peut comprendre qu'il y a peut-être des personnes qui sentiraient un peu que c'est pas nécessairement dans leur intérêt personnel en tant que votant d'avoir cette mesure-là. Mais peu importe, encore une fois, dans le cadre d'un véritable débat face à face, je pense qu'on pourrait convaincre la majorité de ces gens-là, hein, ou du moins une part significative, puis on en viendrait à la conclusion, je pense, assez rationnellement, que ça va dans le sens de l'intérêt de la nation en tant que tel. Ceci étant dit, puis là, bon, j'aurais préféré pas faire ces commentaires-là, pour être franc, mais puis il faut les nuancer aussi, puis ça reste à voir. Comme je le disais, peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir une réaction un peu plus égoïste. Bon, on reste humain, hein, mais je pense que quand on y réfléchit, puis quand on l'explique d'une certaine manière, que on serait peut-être surpris de la quantité de personnes qui vont appuyer cette mesure-là. Peut-être donc qu'on pourrait compter sur le bon cœur des gens puis le sens de la justice des gens pour prendre la bonne décision une fois que cette idée-là est vraiment lancée pour de vrai. Ceci étant dit,
quand, bon, après avoir posé la question démographique, ou à présenter la situation démographique d'une certaine manière, puis bon, on pourrait ajouter un autre ensemble de personnes, tu sais, théoriquement, hein, je veux dire, les personnes célibataires qui n'ont pas l'intention d'avoir des enfants pourraient se dire, ouais, mais là, ça va juste donner plus de poids au monde qui ont des enfants, tu sais. Théoriquement, là, pour avoir aussi ce raisonnement-là. Hein? Donc, il y a un ensemble de personnes qui pourraient se trouver un petit peu dans une situation de conflit d'intérêts ou vouloir préserver leur privilège, finalement, un privilège léger, mais quand même existant, hein? en s'opposant à cette idée-là. Mais, encore une fois, je pense que je fais peut-être trop confiance à l'être humain, je ne sais pas. Hein? Je ne fais pas confiance aux institutions humaines parce que je sais que c'est qui les contrôle. Mais si on a une discussion rationnelle, je pense que ça va être plutôt évident qu'il faut aller dans ce sens-là. Mais là où je veux en venir, hein, c'est que bien qu'une assemblée citoyenne constitutionnelle puisse, on peut espérer, se pencher sur cette question-là sur la base de la raison, hein, ce qui est certain, c'est que l'Assemblée nationale, elle ne pourra pas faire ça. Puis là, je ne ferai pas de mauvaise blague en disant qu'ils n'ont pas de tête sur les épaules et qu'ils ne sont pas capables, mais je pourrais. Mais ce que je veux dire, hein, c'est que dans le cadre électoral, hein, il est absolument clair que les partis vont regarder la proposition que je suis en train de faire puis ils vont se dire, est-ce que je peux avoir un gain ou non en mettant en place cette mesure-là? Hein? Puis c'est arrivé à la conclusion que oui, le gain, c'est significatif. Par exemple, le Parti vert va dire, ben, j'appuie cette idée-là. Hein? Et s'il arrive à la, probablement, hein, je présume de leur intelligence, là, mais je peux espérer qu'ils appuient la suggestion que je viens de faire. Si, en revanche, hein, une autre formation en vient à la conclusion que, selon son électorat, qu'elle va en fait perdre, en mettant en place une mesure comme celle-ci, elle va s'opposer puis trouver des arguments contre la proposition. Autrement dit, au lieu d'être dans un débat basé sur la raison, avec une idée de justice derrière qu'on peut imaginer ou espérer, hein, on tombe à un niveau qui est le niveau électoral. Hein, c'est pour ça que je m'oppose à ce système-là, ou du moins que je voudrais le réformer en profondeur. On tombe à un niveau d'intérêt puis de politicoyage selon les intérêts partisans des acteurs qui sont là. Puis c'est absolument clair que, probablement en ne le disant pas, hein, à la manière politicienne habituelle, mais en le faisant, qui vont faire un calcul politique pour voir si c'est neutre, si c'est positif ou négatif pour dans leur propre calcul politique. Hein. Et personnellement, hein, je veux dire, bon, je pense que ça illustre bien. Hein. J'allais dire personnellement que peu importe qui appuierait la mesure, je serais en faveur, tu sais, mais je pense que ça illustre assez bien la perversion de notre système politique. Hein, comment il ne fonctionne pas, puis ça illustre bien sa logique, hein, qui est une logique partisane d'intérêt, comparativement à une logique de raison puis de raisonnement sur la base de certains principes, de certaines idées. Hein. Entre autres, on peut penser si l'idée de justice est centrale là, et qui donnerait un résultat fort différent. Hein. Et donc, ce qu'il y a à retenir dans ce que je viens de dire ici, si vous êtes parent, organisez-vous. Hein? Puis on ne peut pas, je pense, compter, l'autre commentaire, c'est qu'on ne peut pas compter sur les institutions électorales pour bien faire la chose ou même pour la faire. Hein? Et que, en revanche, bon, il ne faut pas négliger aussi l'idée qu'il y a certaines formations politiques qui peut-être seraient avantagées, entre guillemets, pas avantagées exactement, mais seraient comparativement à la situation présente avantagée par cette mesure-ci, puis on pourrait tenter de pousser avec ces formations politiques-là, mais que c'est encore une mauvaise solution, parce que le débat va tomber dans la partisanerie indirectement ou non, hein, puis qui devrait, si on avait une autre assemblée, comme celle dont on est en train de parler ici, l'Assemblée constitutionnelle du Québec, on pourrait encore une fois tenir ces débats-là sans tomber au niveau de la politique dans le sens le plus péjoratif du terme. Donc, je pense qu'on peut s'en tenir à ça et sur ces commentaires-là, passer à
la prochaine question, hein, où on va se poser à peu près le même, on va face à peu près au même type de problème, hein, où les partis politiques sont clairement en conflit d'intérêts. Ce qui n'a pas été dit ici, mais ce qui est un peu la ligne directrice de la présentation par rapport au mode de scrutin. C'est absolument la même question ici. Les partis politiques sont tous en conflit d'intérêts sur cette question-là parce que ça peut les avantager, les désavantager à être neutres. Et il n'y a probablement aucune formation politique dans le monde qui serait capable de se poser cette question-là sans regarder l'impact de cette mesure-là sur son propre score aux élections. Hein? Et ce qui fait donc que c'est peut-être, par ailleurs, une des explications au fait que cette question-là n'a pas encore été abordée vraiment, puis certainement pas mise en place encore dans nos systèmes politiques. Il y a peut-être un dernier petit commentaire qui me vient à l'esprit, hein, qui là sort du cadre de notre système politique, mais il y a des pays dans le monde où cette mesure-là aurait un impact énorme. T'sais, chez nous, déjà, ça a un grand impact. Hein? 18 à 20%, c'est quand même beaucoup de la population qui se retrouverait avec un poids politique effectif. Ça aurait des répercussions majeures sur l'État, sur les partis politiques, sur la politique en soi, hein? Sur les discours et tout ça. Mais sur les mesures aussi, bien sûr. Mais dans certains pays, hein, quand on a 30-35% de la population qui est mineure, on peut penser que là, il y aurait des cataclysmes politiques, hein, qu'il y aurait certaines formations, entre autres, qui pourraient vraiment acquérir le pouvoir, finalement, par la base d'une mesure comme celle-ci, hein, notamment les formations qui sont plus au service des familles, entre guillemets, puis du peuple. Hein. Puis on a mentionné que les personnes mineures, c'était une grande catégorie, sinon la plus grande parmi les personnes pauvres. Donc les formations politiques qui ont plus ces questions-là à cœur, hein, trouveraient sans doute un intérêt important à étudier la question qui vient d'être traitée. Donc je pense que je vais vous laisser là-dessus. Bon, cette présentation-ci, ça a été un peu la question là, de la stratégie puis de la réalité politique qu'il y a derrière ça, mais c'est illustratif, hein, comme je viens de le dire, du dysfonctionnement à l'intérieur de notre système politique, puis incidemment de la nécessité, j'ose le dire, de mettre en place une assemblée constitutionnelle.